Servir le peuple. L'actualité donne une importance à mon thème, puisque je vous rappelle que le président Volodymyr Zelensky avait réalisé un film qui s'appelait « Le serviteur du peuple ». Et bien sûr, ce sens-là était ironique pour dénoncer les gens qui se servaient du peuple. Mais depuis quelques jours, il est devenu un héros et on le qualifie cette fois vraiment de celui qui s'est mis au service du peuple. Je laisse cette actualité pour revenir à mon propos initial. C'est celui que j'ai connu, 9 septembre 1976, mort de Mao. Le monde entier se demande que va devenir la Chine. Dans les universités, c'est la terreur ou au moins l'attente craintive. On décide, le parti décide, qu'aucun des manuels en usage dont j'avais l'usage pour enseigner la langue, la littérature, la civilisation française ne peut plus être employé. La seule chose qu'on ait le droit d'enseigner à nos étudiants, c'est 3 textes les plus lus. Parmi eux, il y a le texte de Mao Tse-tung qui s'appelle « Servir le peuple ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte pour qu'il puisse remplacer, en quelque sorte, tous les enseignements? En fait, c'est la Bible de la religion maoïste. Tous les Chinois de 7 à 77 ans savent réciter « Servir le peuple ». Et aujourd'hui encore, cette fois de façon ironique, bien sûr, quand on a bien bu dans un banquet, on se met à réciter « Servir le peuple » comme on récite les fables de La Fontaine. Cette idéologie quasi religieuse commence par un article qui est paru 30 ans plus tôt pour saluer le décès, la mort courageuse d'un militant révolutionnaire juste avant la Longue Marche. Voici comment Mao l'écrit. « Tous les hommes doivent mourir, mais l'ampleur de la mort peut varier. L'ancien écrivain chinois Sima Qian a dit « Bien que la mort tombe pareillement sur tous les hommes, elle peut être plus lourde que la montagne ou plus légère qu'une plume. Mourir pour le peuple, est une mort plus lourde que le montagne, mais travailler pour les fascistes et mourir pour les exploiteurs et les oppresseurs est une mort plus légère qu'une plume. » Donc, à travers l'allégorie qui renvoie, selon la tradition chinoise, à un texte ancien de Sima Qian, Mao expose évidemment l'idée qu'il y a une polarité entre 2 classes, 2 lignes politiques, 2 attitudes de vie. Mais si on prend le texte qui suit, on a un glissement. Si nous avons des défauts, nous n'avons pas peur qu'on nous les fasse remarquer et qu'elles soient critiquées, car nous servons le peuple. Toute personne, quelle qu'elle soit, peut signaler nos lacunes. Si elle a raison, nous les corrigerons. Si ce qu'elle propose profite au peuple, nous le mettrons en œuvre. Profite au peuple, ce n'est pas tout à fait le sens de l'exposé précédent que vous avez eu sur l'intérêt général. Donc on a glissé d'un sens initial qui était le sens de l'engagement sacrificiel du combattant révolutionnaire qui a donné sa mort pour la libération, à une pratique maoïste caractérisée qui est celle de la critique et de l'autocritique, comme on le trouve dans certaines pratiques religieuses. Alors, laissons ce contexte. Du point de vue étymologique, reprenons cette expression. Servir, ici fumu, c'est un sens très fort. C'est être au service de, voire même être esclave de, dans les traditions culturelles. C'est renverser donc la relation gouvernant-gouverné, puisqu'on se met au service du peuple, c'est les gouvernants qui d'une certaine manière, se soumettent aux gouvernés.
On pense au mouvement, par exemple, du mouvement révolutionnaire russe, qui s'était mis au service des paysans ou des prêtres ouvriers qui, je cite, se mettent au service de la classe ouvrière. En France, il y avait ce qu'on appelle les établis, qui se mettaient eux aussi au service du peuple. Et le peuple, alors pour Mao, on l'a vu, le peuple, c'est clair, c'est les exploiter dans une société fondamentalement comprise comme espace de lutte des classes perpétuelle. Et sous le maoïsme, chaque citoyen chinois se voyait attribuer à sa naissance une catégorie politique, ouvrier, paysan, soldats révolutionnaires, enfin c'était un peu plus tard. Il y avait les 5 classes rouges. Elles étaient inscrites sur votre carte d'identité. Et il y avait les 5 classes noires, qui étaient ceux des contre-révolutionnaires ou de ceux qui s'étaient opposés à la révolution dans le passé. Cette catégorisation, vous suivez, c'est une assignation définitive. Comme l'assignation d'ailleurs au lieu de résidence dans la Chine maoïste, vous ne pouviez pas quitter votre village parce que vous n'aviez pas les moyens, les tickets pour pouvoir vivre ailleurs. Donc cette assignation de classe entre les rouges et les noirs, entre les bons et les mauvais, vous voyez que, et là, en plus, il y a un point intermédiaire, c'est qu'il y avait les intellectuels. Et les intellectuels, c'est à eux que se destine le slogan « Servir le peuple ». Ils sont considérés, Mao les appelait les intellectuels puants. Et c'était à eux qu'il s'agissait, d'une certaine manière, de se sauver en se mettant au service du peuple. Et on les envoyait se faire rééduquer dans les campagnes, comme dans les écoles du 7 mai, ou dans des systèmes de camps de rééducation, dont on parle aujourd'hui encore en Chine pour une autre catégorie de population. Donc, est-ce que le mot Zhenming, cette fois je laisse le mot peuple, de Mao a le sens du mot peuple dans la tradition chinoise? En effet, le propre de la Chine, c'est d'avoir une langue qui est extrêmement longue et qu'on parlait il y a 5000 ans et qu'on parle encore. Alors le mot Zhenming, en fait, il est composé de 2 termes, du terme peuple lui-même, min, min, et jeune, l'homme. C'est donc le peuple humanisé. C'est le peuple en tant qu'il forme une civilisation humaine. Par opposition à la populace, à la rue, les gens de la rue, comme on dit quelquefois en sociologie maintenant, ou bien la multitude, la racaille, tous ces termes-là. C'est donc un terme qui valorise la notion de peuple et qui est pensé dans la logique qu'on appelle corrélative de la pensée chinoise, qui est le cœur même de la pensée chinoise, dans un système politique cosmologique dans lequel il est l'autre pôle du souverain. Il est donc celui qui est en rapport conflictuel, mais aussi harmonieux avec le souverain. Le peuple, dans cette conception, je cite par exemple des textes, je pourrais citer des textes du classique des documents, qui est un livre qui fait l'histoire des dynasties antérieures et qui date du 8e siècle avant notre ère, donc c'est vraiment un livre très, très ancien, dans lequel le peuple est celui qui veille sur le souverain, qui l'évalue. Et si le souverain, autocrate à l'époque, n'est pas digne de cette responsabilité, de cette autorité, eh bien, la pensée chinoise très ancienne autorise le peuple à se révolter, à faire l'insurrection et à remplacer le souverain par un autre souverain. Alors à l'époque, on ne change pas de régime, on change de dynastie. Voilà. Et donc, d'ailleurs, le mot révolution, Geming, c'est un changement de mandat du ciel, c'est un changement de dynastie.
Donc vous voyez que la notion de peuple en chinois, elle ne peut tout à fait se traduire ni par démos, ni par laïos, ni par ethnos, qui est celle des pensées helléniques. Elle ne peut pas se traduire non plus par la volonté générale dont on vient de parler, de Rousseau, ni par la communauté d'intersubjectivité chez Fichte, ni par les Misérables de Hugo, etc. Ça a un sens un peu différent. Et Mao, quand il rencontre Malraux, lui fait cet aveu. Quand nous disons, il parle bien sûr de lui en tant que dirigeant communiste, quand nous disons « nous sommes les fils du peuple », la Chine, il faut entendre cette fois le peuple, le comprend comme elle comprend le Fils du ciel. Le peuple est devenu les ancêtres. Le peuple, pas le Parti communiste, c'est le peuple qui est vainqueur. Donc, Mao reprend cette pensée symbolique, qui est celle de la pensée traditionnelle, parce que quand il dit les ancêtres, ça veut dire l'ensemble de la filiation par laquelle nous sommes des êtres civilisés. Donc, mais évidemment, il le subvertit, parce que dans la Chine contemporaine, avec le système de critique et autocritique, désormais, le peuple, c'est le parti. Celui qui s'auto-déclare le peuple, celui qui évalue, et surtout, qui rééduque, qui va lancer le système de rééducation. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la Chine contemporaine si on ne comprend pas que c'est un État rééducateur. C'est un État qui se pense comme ayant la légitimité pour rééduquer ces éléments. Et donc, pour renvoyer, on le sait bien, par exemple, aujourd'hui, les discours. Dans les livres de Xi Jinping, le président actuel, on a cette phrase « Mon concept de gouvernance se résume comme suit. Servir le peuple et remplir mes obligations. » Il est remarquable que l'autocrate actuel de la Chine populaire reprenne cette religion populaire de la religion maoïste qui, semble-t-il, avait disparu, que les précédents, Hu Jintao, Jiang Zemin, les autres présidents, avaient abandonné. Évidemment, comment le conçoit-il ? Il affirme que c'est une nouvelle spiritualité. Cette spiritualité, dit-il, alors le mot « servir le peuple » dans ses ouvrages, il y a 3 volumes aujourd'hui des œuvres de Xi Jinping, c'est plus de 16 fois qu'on trouve le titre d'un article qui a le titre de « servir le peuple ». Donc c'est redevenu à nouveau la religion officielle des autorités chinoises. Cette spiritualité prétend lutter contre la corruption et chérir l'intégrité morale, car, disait, et c'est lui qui cite Xi Jinping, le livre du seigneur Shang au 5e siècle avant notre ère, les poutres cèdent à cause des termites et les murs s'écroulent à cause des fissures. Donc, l'immoralité des dirigeants entraînerait la chute du régime. C'est ça que ça sous-entend. Donc, on va inventer un nouveau moralisme qu'il s'agit pour permettre de contrôler, d'évaluer et de bannir tous ceux qui, éventuellement, rompraient avec les normes. Et Xi Jinping publie un texte dans lequel il écrit quelles sont les 8 vertus socialistes. Je vais les citer parce qu'elles méritent vous avez le droit de les connaître. Ça concerne quand même un 5e de l'humanité, 20 fois la population française. Il est honorable de s'attacher à son pays et honteux de lui nuire. Il est honorable de servir le peuple et honteux d'aller à son encontre. Il est honorable de se consacrer à la science et honteux d'être ignorant. Il est honorable de travailler et honteux de rechercher l'aisance. Il est honorable de s'entraider, honteux d'agir en égoïste aux dépendants d'autrui. Il est honorable de montrer de l'honnêteté et de la loyauté et honteux d'oublier son devoir par l'appât du gain. Il est honorable d'être discipliné et de respecter la loi et honteux de se livrer à des activités illicites. Il est honorable de rester laborieux et sobre et honteux de s'abandonner au plaisir du luxe.
Ces 8 commandements qui définissent désormais la grille d'évaluation de servir du peuple contemporaine ignorent la distinction entre politique et morale, entre morale et éthique, entre éthique et déontologie. Elle vise à rendre la société totalement transparente à elle-même, puisque on peut évaluer tous les hommes sur les 8 vertus ou les 8 vices que je viens de lire. C'est une arme de contrôle social sans limite que l'on retrouvera dans la mise en place de la dictature numérique et du système de crédit social, je crois que vous connaissez ce que c'est que le système de crédit social, qui vise à observer, à contrôler et éventuellement rééduquer la population au nom du slogan « Servir le peuple ». Le peuple ciel, car dans la pensée classique, c'était le peuple ciel, celui qui évalue les empereurs. Le peuple ciel est devenu le parti-État. Je vous remercie.